Salut! Alors, me revoilà. Excusez-moi. Alors maintenant, c'est le vidéo numéro 2. Alors, on va parler un peu plus du travail à faire la semaine prochaine. Alors, c'est une discussion en ligne. Je vous ai envoyé les questions et vous connaissez les groupes. Alors, c'est les mêmes groupes que pour le coutume et tradition. Puis, vous répondez à la question qui vous a été attribuée. Et vous devez également, après avoir répondu à une de vos questions, commenter la question d'un collègue. Je vous invite, s'il vous plaît, à rester dans votre groupe, à commenter une question de votre groupe pour... je ne vais pas mettre la place si vous allez dans un autre groupe. Évidemment, vous êtes encouragé. Si vous voulez aller lire dans un autre groupe, il n'y a pas de trouble. Mais c'est parce que si vous commencez à commenter dans un autre groupe, il y a un groupe qui va se ramasser avec moins de fuel, si vous voulez. Hein? Alors, c'est pour ça que je vous demande de respecter le groupe, mais c'est pas un drame si vous ne le faites pas. Alors, vous répondez à une question, vous commentez une question. Je veux des faits, des exemples qui appuient vos dires. Évidemment, vous n'aurez peut-être pas le temps de faire une recherche, puis il y a peut-être parfois des recherches qui sont difficiles à faire sur certaines questions. C'est pour ça que mon concept d'exemple est élastique et il est large. Dans ce cas-là, pour ce travail-là. Alors, si vous m'arrivez avec des cas hypothétiques plausibles, des conjectures plausibles, des suppositions qui sont plausibles, ou des cas que vous avez vus dans un film, comme on voit là-dedans, moi, c'est l'idée que vous appuyez vos dires avec un exemple. C'est ça qui m'importe, là. Pas que vous lanciez les affaires puis que vous laissez ça sans soutien. Je veux qu'on garde cette habitude-là de se baser sur les faits qu'on a pris dès le départ, puis qu'on garde, puis qu'on lâche pas. C'est un morceau important. Il y a 2 volets à chacune des questions. Le premier volet est propre à chacune des questions, mais dans le deuxième cas, on vous demande l'impact sur les forces canadiennes. Et ça, c'est vrai pour toutes les questions. Alors, vous répondez à votre partie qui est particulière, puis dans la deuxième partie, vous dites, OK, puis ça, mais une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi pour les forces canadiennes? Alors, ça revient toujours à ce jeu-là que j'expliquais dans le premier vidéo, que les forces canadiennes, ça reste un outil. Puis nous, on va regarder différentes rubriques qui influencent comment cet outil-là fonctionne, pourquoi il fonctionne de telle façon, puis qu'il y a telle chose à faire. Puis et après ça, dans la deuxième partie de la question, vous pouvez faire ce lien-là entre l'outil, puis ce qui l'affecte, ce qui l'encadre, ce qui le dirige, etc. Maintenant, je vais passer les 10 questions en revue. Pour l'idée, des suggestions, puis essayer d'éviter certains pièges qui sont cachés dans certaines questions. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Aussi, souvent dans les questions, des fois, il y a plusieurs angles d'attaque que vous pouvez prendre. Aussi, il y a souvent énormément de choses que vous pouvez dire sur le sujet. Je ne vous demande pas de tout couvrir, ça ne sert à rien. Allez-y à quelque chose qui vous apparaît significatif, puis creusez-le. Faites-le bien. C'est toujours ça, là, j'aime autant moins, mais mieux. Je préfère ça. Alors, j'y vais. Maintenant, première question. Alors, c'est la question sur le cadre législatif. Alors ici, on peut y aller il y a 2 angles qui s'offrent à vous. Il y a les lois. Hein, puis là, il y en a un paquet que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir la Constitution, la Loi de la Défense nationale, la Charte des droits et libertés, qui influencent évidemment, qui ont un impact majeur sur comment les forces canadiennes fonctionnent. Là, l'impact sur ce qu'ils font après ça, ça vient quasiment tout seul. Là. Aussi, il y a le principe. Je n'ai parlé, le contrôle civil des affaires militaires. Alors ça, c'est un angle que cette question-là peut prendre. Vous pouvez aussi combiner les deux. Je pense que ça se fait avec la Constitution puis la Charte des droits et libertés. C'est assez évident. Là, fait que vous pouvez peut-être juste introduire le principe, après ça, y aller plus en détail avec les lois clés qui encadrent le fonctionnement des forces canadiennes. Ça se fait bien. Ça se fait bien parce que le principe s'énonce rapidement. Alors voilà. OK? Question 2, ça porte sur la politique de défense. Mais là, ici, il y a un piège. Il y a un piège, puis il y a bien du monde qui tombe dedans. Je vous demande pas de me décrire la politique étrangère ici. Je vous demande de vous me parliez des facteurs qui ont une influence sur la politique. Politique de défense. J'ai dit politique étrangère. Politique de défense en question 2. Les facteurs
facteurs qui influencent la politique de la défense. Ça revient un peu à ce que je disais à la fin du premier vidéo là, que vous devez avoir regardé probablement avant. Là. Quand je parle des forces profondes, puis bon, la démographie, le décideur, comment la démographie, la géographie, les finances, influencent le décideur, puis le décideur, après ça, il peut... Puis quand je dis décideur, c'est un groupe de décideurs. Le Canada n'est pas une dictature. Là. Il y a un gouvernement, il y a un parti, il y a un caucus, tout ça. Décide de c'est quoi la politique de défense. Alors, c'est des facteurs qui influencent la politique de défense. Puis comment après ça, ces facteurs-là influencent les forces canadiennes. C'est ça la clé. Alors, question 3, c'est les facteurs de la politique étrangère. Alors encore, débitez-moi pas la politique étrangère. Je veux savoir c'est quoi qui l'influence. Comme ça, quand on comprend ça, on comprend toutes les politiques étrangères. Si on change la politique étrangère, vous comprenez encore comment on est arrivé à ça. Pour la même chose sur la politique de défense, comment on arrive à ça, c'est quoi qui sont les influences. Vous allez dans les coulisses. Hein, on s'en va derrière, puis on regarde comment la patente elle marche. C'est ça qu'on fait quand on regarde les facteurs, plutôt que de regarder la politique elle-même. Alors, c'est ça qui est intéressant de ces deux questions-là. J'insiste, je veux des facteurs. Question 4, alors c'est le QJDN. Alors là, ici encore là, vraiment, vraiment beaucoup de façons d'en parler. Il y a beaucoup de choses à couvrir. Toute l'histoire derrière tout ça, à partir de 1968, avec l'intégration et la fusion des éléments, l'unification. Excusez-moi, je cherchais mon mot. Alors, il y a l'unification, il y a l'intégration, il y a civil-militaire, il y a l'intégration des civils aux militaires, on peut parler de l'efficacité que ça apporte, on peut parler des problèmes de culture que ça apporte, on peut parler du contrôle civil, il y a différents angles qui peuvent être abordés. Il y a le fonctionnement plus technique aussi du QGDN qui peut être discuté et qui est évidemment important et intéressant au niveau stratégique. Parce que le QGDN, c'est là que c'est le cerveau, si on veut, des forces canadiennes qui est là, si vous me permettez l'expression. Question 5, le COIC. Alors, le COIC a remplacé les célèbres .com qui avaient été mis en place par le général Rick Hellier dans les années 2000. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tassé, en fait, on a juste gardé, on a tout mis ensemble, sauf les forces spéciales, puis le NORAD, qui ont leur commandement séparé. Et puis, ça organise, c'est vraiment basé sur la montée en puissance et puis comment on organise la mise en place d'une force. On est très technique ici. On vient de lâcher un peu les politiques, puis comment les politiques se font. Puis on rentre dans les questions c'est une question qui est plus technique, comment les choses opèrent concrètement. Mais à un niveau élevé. Hein, on est très stratégique, évidemment, avec le COIC. La question 6 va nous parler des obligations envers les traités et les organisations internationales. Alors ici, le mot-clé, c'est obligation. Okay. Quand on signe un traité, évidemment, si on est de bonne foi, puis si on veut garder notre crédibilité internationale, on est aussi bien de le respecter. Alors oui, il y a une obligation. Alors, si vous me parlez d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que c'est liant pour le Canada? Est-ce que le Canada est obligé de participer à une mission qui a été votée par le Conseil de sécurité? La réponse, c'est non. Alors, il faut faire la différence entre une obligation et un intérêt. C'est pas la même affaire. Et par exemple, l'OTAN, quand il y a un article 5 qui est invoqué, comme George W. Bush le fait après les attentats du 11 septembre, ça, c'est une obligation. On a signé le traité dit quand excusez-moi, un de nos alliés signataires est attaqué, on est tous attaqués, puis on doit aller là se défendre. Quand George W. Bush l'a invoqué, il fallait l'aider. C'était une obligation. Et là, quand la Pologne dit « à côté de chez nous, j'aime pas trop ce qui arrive », elle n'est pas attaquée, il y a une menace. Est-ce que c'est une obligation? Légalement parlant, c'est plus difficile à défendre. Ce qu'on peut peut-être défendre, c'est de dire que c'est une obligation pratique. Là. C'est dans l'intérêt du Canada de le faire parce qu'il y a une alliance. Alors, il faut faire attention à comment on formule les choses puis bien comprendre qu'est-ce qui est une obligation et qu'est-ce qui n'en est pas une. Faites attention à ça. Question 7 sur les ONG. Je pense qu'on peut dire du positif, on peut dire du négatif sur les ONG.
On peut parler de défis, on peut parler d'apports positifs. Faire essayer de doser un peu, là, de ne pas tomber dans l'éloge absolu, puis dans la critique trop à sens unique. N'oubliez pas aussi, puis ça c'est encore là, c'est des angles différents que vous pouvez prendre. Il y a les ONG qui sont des lobbies, hein, qui font des pressions, par exemple, contre les enfants soldats. C'est un ONG qui faisait ça, mais ça a un impact sur les forces canadiennes, puis vous pouvez en parler. Il y a les ONG qui sont sur le terrain aussi. Puis sur le terrain, il y a différentes sortes d'ONG. Hein, la Croix-Rouge, puis l'exemple, là, où il y en a plein d'autres là, qui peuvent vous venir en tête, là, mais ils ne font pas nécessairement la même chose sur le terrain. N'est-ce pas? Maintenant, la question 8, elle ressemble un peu à la question sur les obligations puis sur les traités et les organisations internationales. Là, on va plus aller sur le rôle et les influences. Le rôle, je pense que vous devriez vous concentrer à quel rôle ça joue pour le Canada puis quelle influence ça a pour le Canada. En quoi ça influence les politiques canadiennes puis la position du Canada sur l'échiquier international. La question 9 parle de l'IMP. Alors l'IMP, c'est une forme de... c'est un développement de l'approche pan-gouvernementale. Et à ce titre, je ne veux pas simplement que vous me parliez des composantes de l'IMP. Hein, parce que l'IMP, ce n'est pas une addition, c'est une fusion. Elle cherche justement à amener une plus grande synergie entre tous ces partenaires-là qui occupent l'espace de combat, l'espace du champ de bataille. Alors, il faut faire sortir cette synergie-là, puis comment on collabore. Bref, là, si on se rappelle le module sur le leadership, n'oubliez pas que l'IMP implique une intégration interne. Ça va vous aider à partir puis à vous donner une meilleure idée de c'est quoi l'IMP plutôt que de me parler juste que c'est des partenaires qui existent. Là, justement, c'est plus que ça, ça essaie de combattre ça. Alors, c'est important pour bien cerner la notion de parler de la synergie. Dernière question sur le C2. Alors ça, c'est la question peut-être un peu plus délicate. C'est vraiment l'idée de... Alors, c'est le commandement opérationnel. Alors, finalement, c'est l'autonomie qui est donnée aux commandants qui sont en avant, qui sont sur scène. Parce qu'on ne pourrait pas remonter à chaque fois toute la chaîne de commandement jusqu'au général et redescendre après ça en avant. Ça se peut que tu n'aies pas le temps. T'sais? Fait qu'il faut décentraliser puis avoir une certaine autonomie puis un certain détachement en avant. Puis alors ça, c'est le C2. Là, le C2 peut prendre différentes variations, évidemment, tout dépendant à quel moment t'es, à quel endroit t'es, puis à quel niveau t'es. Alors, c'est la force de ce concept-là, qui je pense, un peu naturel dans le contexte de la profession des armes. Et cette question-là vous permet d'explorer cette autonomie-là et son importance. La décentralisation un petit peu l'autonomie, là, voilà, qui vous permet d'être fonctionnel. Et là, ici, on revient au succès de la mission, évidemment, qui est la raison d'être de ça. Alors, j'espère que ce survol-là vous a éclairé, puis qui vous empêche de tomber dans certains pièges, puis qui vous montre c'est quoi l'idée de cet exercice-là, de ce travail-là, puis qui va nous préparer pour la dernière grande dissertation là, sur la politique, la politique de défense, la politique étrangère, puis les opérations, où vous allez avoir à choisir une opération, puis à l'analyser en fonction du contenu de cours, du matériel de cours. Alors, je vous remercie, puis je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir!